un webinaire questions-réponses pour adresser des problématiques commerciales et marketing dans un format qui fonctionne bien et que vous appréciez beaucoup, qui permet d'avoir un échange ouvert sur pas mal de thématiques, avec l'ambition de vous donner, on l'espère, quelques clés opérationnelles pour débloquer ces situations. Donc, vous avez reconnu Nicolas, évidemment, Ouais, tout à qui fait. est directeur marketing de Questio. Exactement. Et Dominique, du coup, notre directeur général. Il est 3 minutes on a démarré depuis 3 minutes. On va attaquer doucement et laisser le temps aux autres de nous rejoindre. Il y a Ouais, déjà très eu bien. des questions posées lors des inscriptions, donc on va démarrer par celle-ci. Et oui, effectivement, Frédéric, le vert est la couleur du jour. On ne s'était pas parlé avant, mais bon, comme quoi les grands esprits se rencontrent parfois. Alors Et donc, d'ailleurs, avant peut-être de démarrer, Nicolas, par les questions qui ont déjà été posées, peut-être déjà prendre celles qui viendraient aussi, bien sûr, pour prendre peut-être un peu les idées du matin. On en a déjà pas mal qui nous ont été transmises, mais on vous laisse dans le chat. Le lien ne fonctionne pas pour tout le monde, nous dit Camille. D'accord. Alors, parce que normalement, il n'y a qu'un seul lien. Dites-nous en message pour ceux qui ont des problèmes, effectivement, dites-nous en plus en message privé, puis on va regarder avec le modérateur et la partie technique si on peut régler le problème. On vous laisse, pour ceux qui sont connectés, nous dire déjà comment vous allez, comment va votre business. Tiens, ce serait sympa de commencer par ça. Comment va le business en ce moment? Comment est-ce que ça tourne? Pour avoir un peu une météo et puis de pouvoir aussi se comparer et avoir un peu un aperçu de la tendance du business entre tous les participants. On vous laisse démarrer sur le chat à droite. Et puis comme ça laisse à tout le monde le temps d'arriver. Très bien du côté de végétal, on espère que ça va durer. Mais écoutez, ça c'est super, exactement. Le temps de transformation est long, nous dit Nathalie. Bon, ben, on pourra en parler. Bonjour Anne-Charlotte qui vient de nous rejoindre. Ça y est, ça commence à venir. Business top top, mais on en veut plus. Ça, c'est très bien. Frédéric chez Mecajet. François qui voudrait que ça aille plus vite, on pourra en parler également. Ouais, comment anticiper la disponibilité des contacts, nous dit Marine, pour l'organisation des salons dans l'habitat chez JL Events. Ok, intéressant, on va parler de ça. Quel est pour continuer et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, quel est le principal problème que vous auriez envie de résoudre dans les 3-4 prochains mois? Quel est le principal obstacle auquel vous êtes confronté et que vous voudriez traiter dans les tout prochains mois? Donc vraiment dans un niveau très opérationnel. Je peux donner quelques pistes, hein. Ça peut être des sujets de prospection, ça peut être des sujets de qualification, ça peut être des sujets de conversion, ça peut être des sujets de fidélisation et de revente, ça peut être des sujets de cross-selling et de développement de la base client existante. Voilà, j'ai quelques pistes, mais peut-être que ça peut être d'autres pistes, ça peut être des sujets de pilotage, ça peut être des sujets de CRM, ça peut être des sujets de motivation des commerciaux pour retrouver l'énergie et la dynamique. Donc, on vous laisse nous en dire un peu plus, puis comme ça, on va commencer à répondre à vos questions. C'est vraiment un format live dans lequel on va répondre à chacune des questions au fur et à mesure. Donc
plus vous nous en donnez et plus on aura de la matière pour partager. Et puis, c'est toujours intéressant aussi de voir entre business les bonnes pratiques. Donc, vos commentaires peuvent être aussi des réponses pour les autres participants. C'est aussi l'esprit de ce chat live aujourd'hui. Alors, peut-être démarrer peut-être par le sujet de Marine sur la prospection. C'est sûr que s'ils sont peu disponibles, en tout cas, une des pistes de réflexion sera déjà sûrement d'augmenter l'intensité, puisqu'effectivement, il faut bien pouvoir remplir dès maintenant les opportunités de travail et de contact en septembre. Donc, sûrement intensifier le volume de prospection pour se dire, puisque c'est un peu plus dur, c'est plus dur d'avoir des rendez-vous et de les avoir, d'intensifier les séquences et les opportunités de prospection. Peut-être travailler des logiques multicanales qui vont consister à adresser vos cibles par différents canaux. On peut imaginer des approches où il y a des prises de contact sur LinkedIn, de manière synchrone, ou en tout cas simultanée dans un espace-temps d'un mois. Des approches, par exemple, sur LinkedIn, des approches qui se fassent par de l'emailing et puis également des approches qui peuvent ensuite se faire par téléphone et de se dire qu'en multipliant les points de contact, on parle souvent de chauffer les leads en ayant des points de contact et des points d'interaction plus fréquents. On dit dans les statistiques qu'il faut à peu près 7 à 8 points de contact avec un prospect pour qu'il commence à retenir votre nom, votre prénom, votre société. Donc, on voit bien, évidemment, que ce n'est pas en un seul point de contact qu'on y arrive. Et en tout cas, si on veut augmenter l'impact et le retour en termes de rendez-vous obtenus, on voit que plus on répète la fréquence des actions et en plus qu'on multiplie les différents points de contact entre les différents canaux, qu'ils soient online ou offline, et là, on va se concentrer uniquement sur les canaux sortants, mais on pourrait même imaginer d'aller intégrer en plus des canaux entrants. On a bien effectivement le fait que si c'est difficile de prendre des rendez-vous, il faut sûrement augmenter l'intensité, travailler des approches multicanales et puis avoir des phases d'appel qui concentrent vraiment l'objectif du rendez-vous de manière très courte en disant « je ne vais pas vous prendre du temps maintenant, mais l'idée c'est de pouvoir croiser les agendas pour se parler à un moment où vous serez davantage disponible. Je vous propose 2 dates en septembre et de faire un call extrêmement court, sans trop pitcher, sans trop prendre de temps à votre interlocuteur si effectivement ils sont très peu disponibles. » Ouais, effectivement, pour aller un peu plus dans ce que disait Dominique sur l'importance de l'omnicanal. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est effectivement que il faut plusieurs points d'interaction pour que effectivement le lead, la personne qui jusqu'à présent nous connaissait pas, commence à se rappeler de notre nom, de notre marque, et surtout faire ça en fait dans un laps de temps finalement assez court. Quand on parle d'omnicanal et finalement d'être sur plusieurs canaux pour de la prise de contact ou tout simplement, comme l'expliquait Dominique avant un call, nous faire connaître tout simplement, une prise de contact sur LinkedIn, un message par email avec l'envoi d'un livre blanc ou d'un article qui peut paraître intéressant, avec toujours une approche intéressante, pas intéressée, et pour que la personne juste elle ait envie de cliquer sur le mail, d'en savoir plus. C'est important de le faire sur un laps de temps assez court. Plus on fait de manière concentrée sur 1 mois, 2 mois, où on va faire une approche sur LinkedIn, envoyer un email, et au bout de 3 semaines, essayer une première tentative d'appel, faire tout un scénario de ce type-là, on voit que les résultats sont meilleurs que si en fait on fait ce mois-ci je vais faire une campagne email, le mois d'après je vais faire une approche par LinkedIn et enfin je vais faire toute une phase d'appel le mois prochain. Le fait que ce soit quand même assez synchrone toutes ces actions, assez simultanées, ça multiplie les chances finalement que l'interlocuteur à un moment donné était présent sur un des points de contact d'interaction et donc quand vous l'appelez, en fait ils se souviennent de vous.
Alors, il y a une question ensuite d'Isabelle, effectivement, sur de Cyclamen, concernant la difficulté de pouvoir créer du lien avec son audience de prospects sur une quarantaine de pays, alors qu'effectivement, on était plutôt habituellement sur des salons et des rencontres physiques. C'est vrai qu'avec les contraintes de déplacement actuelles qu'on rencontre, en fait, je pense que c'est une bonne opportunité de revisiter plusieurs sujets. D'abord, son ciblage. Et le ciblage, c'est de la segmentation de sa base de données. C'est derrière l'enrichissement des contacts qu'on veut identifier au sein des comptes adressés, enrichissement emailing, enrichissement téléphone, donc toute la donnée autour de chacun des contacts. Et ensuite, puisque sur des sujets de montrer les variétés, montrer les nouveautés, alors il y a un sujet d'ailleurs dont on peut discuter, c'est de se dire, est-ce que si ce sont des prospects, et je peux reprendre le point d'Isabelle et on peut rentrer dans le sujet, si ce sont des prospects, est-ce que le contenu doit être orienté vers nos offres, nos nouveautés, qui bien sûr peut être intéressant, mais est-ce qu'il doit y aussi y avoir une logique dans le parcours achat des clients, des prospects de Cyclamen, un sujet autour de ce qu'on appelle traditionnellement le awareness, c'est-à-dire tout le sujet de la prise de conscience. Et on peut se poser la question du curseur. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut imaginer du contenu orienté sur les produits, les nouveautés, les développements, les bénéfices de l'offre Cyclamen. Il y a peut-être aussi un sujet, puisqu'on est davantage contraint par la présence physique, de passer par du online. Il se trouve que le parcours achat d'un client en online, il va taper des mots-clés qui vont être des mots-clés autour de sa problématique et évidemment pas forcément tout de suite autour du produit du service que vous commercialisez. Donc ça veut dire que le online impose de rentrer encore plus par des mots-clés, par une approche qui est extrêmement centrée sur les mots que va utiliser le client. En fait, pour vous trouver, pour arriver sur votre page, quels sont les mots qu'ils vont taper. Et donc là, on a tout le sujet autour du persona. Donc on voit bien que passer et remplacer alors, si on peut y avoir deux niveaux de réponse. S'il y avait des salons préalablement, on peut imaginer sur une audience qui vous connaît un petit peu, peut-être de remplacer par des formats webinars. Donc là, on est dans une audience qui est déjà dans votre base d'opt-in, que vous connaissez déjà. Et là, on peut imaginer quelque chose qui serait de digitaliser le salon. Ça peut être un format webinar. Vous pouvez aussi imaginer sur des cibles qui vous connaissent beaucoup moins, d'être plutôt sur des parcours achats. Et là, je peux laisser Nicolas alimenter parce que c'est les sujets qui traitent beaucoup. Des sujets d'inbound et de nurturing d'audience centrés sur leurs problématiques et pas encore sur vos produits. Ouais, tout à fait. Je rajouterai juste en plus, parce que j'ai un cas en ce moment d'un client qu'on accompagne sur ce sujet spécifiquement. C'est souvent on nous dit que ça fonctionne sur effectivement ça fonctionne pas par exemple sur des grands comptes. Parce que il y a plein de personnes à aller avec qui je dois rentrer en interaction, il y a des prises de décision en groupe, et donc tout ce que vient de dire Dominique, finalement ça fonctionne pas trop parce que la décision n'est pas juste un interlocuteur qui à un moment donné je vais arriver à toucher via un canal et qui va prendre sa décision. Et il y a une méthode, une stratégie qui s'appelle l'account-based marketing et qui justement reprend ces éléments-là et c'est pour ça que je vous en parle, parce que je trouve intéressant. Il y en a peut-être sûrement certains d'entre vous qui sont plutôt sur des approches et sur des clients plutôt grands comptes, ou en tout cas, quand on dit grand compte, c'est une prise de décision finalement qui est faite par plusieurs interlocuteurs. Et toute cette approche de persona fonctionne très bien avec les grands comptes. C'est juste que plutôt d'avoir un seul persona par prospect, par société, on va en avoir plusieurs. On va avoir peut-être le directeur des achats, le directeur commercial et le dirigeant. Et tout l'intérêt de cette approche, ça va être de se poser la question, c'est ce que dit Dominique, qu'est-ce qu'attend chacun des interlocuteurs. Peut-être que le directeur des achats, lui, il veut juste, votre objectif, c'est juste de vous faire connaître pour que lorsqu'il y a
un appel d'offres, en fait, il pense à vous sur telle problématique, il sait que vous êtes capable d'y répondre et donc il va vous mettre dans la boucle de l'appel d'offres. Le dirigeant, qui au final, vous savez que c'est lui qui prend la décision finale, vous allez plus parler de ce à quoi vous répondez avec une vision un peu plus stratégique, plus héroïste, parce qu'on sait que c'est des clés sur lesquelles vont vous attendre les interlocuteurs comme le dirigeant. Et si votre client, je dirais votre utilisateur de votre prestation, de votre service, de votre produit, c'est plutôt le directeur commercial et ses équipes, par exemple, eux, vous allez être plus sur une approche de en quoi je vous aide au quotidien. Donc, c'est intéressant aussi de se poser ces questions et je pense que la problématique plus globale de pas de salon, difficulté d'avoir des rendez-vous physiques, permet de vraiment se reposer sur ces bases-là de persona, qu'est-ce que je vais proposer à qui, comment, et quel que soit votre marché, quelle que soit votre typologie de client, du grand compte ou des sociétés plus avec une décision plus rapide, la notion de persona, la notion d'omnicanal, de quel contenu pour quelle personne, elle fonctionne très bien. Donc c'est vraiment intéressant et pour préparer la rentrée, si ça n'a pas déjà été fait, de se poser ces questions-là pour bien démarrer. Oui, refaire ses fiches effectivement persona, redéfinir les parcours achats, ça peut être des ateliers que vous pouvez faire en interne. C'est un peu des ateliers où on prend de la distance sur le business pour se dire mes clients idéaux, à quoi ils ressemblent, quels sont leurs parcours achats. Et là-dessus, il y a pas mal de templates qui peuvent vous permettre justement d'arriver à des fiches qui vont permettre d'avoir vraiment les 3-4 personnes à clé, leur mode de comportement et ensuite l'action marketing et commerciale qui peut être associée. Alors si on rebondit sur le point de Marine aussi, parce que finalement c'est un sujet aussi de prospection, est-ce qu'on devrait avoir une approche LinkedIn, email, puis ensuite phoning? En fait, l'idée, c'est que, de manière générale, si on prend une action de communication, si on prend même la manière dont fonctionnent les règles publicitaires, en fait, plus vous êtes exposé à un message répété sur différents supports, plus à un moment, vous allez évidemment vous sentir familiarisé avec la marque. Donc, ça va être une publicité à la radio, une publicité à la télé, une publicité sur Facebook. Donc, évidemment, après, ça dépend de quel mot on va utiliser. Mais l'idée, c'est qu'on voit bien que plus on multiplie la capacité à imprimer son message, plus la personne va devenir familière avec votre marque, avec les problématiques que vous adressez. Et donc, évidemment, ça va faciliter la capacité à chauffer ce qu'on appelle le lead. Et donc, s'il y a un appel ensuite, par rapport à l'appel à froid, on va être peut-être sur des appels sur lesquels on aura tout doucement tiédi les cibles qu'on va contacter. Alors, ça demande évidemment de la ressource marketing, ça demande de l'expertise, un peu de moyens pour pouvoir construire cette stratégie qui consiste à chauffer son lead avant de l'appeler en cold calling. Si on n'a pas ces ressources-là, ou si on n'a pas la pratique, ou si on n'a pas forcément les ressources en interne, effectivement, on va être plus sur un cold calling brut, qui peut fonctionner, bien sûr, mais qui évidemment fonctionne encore mieux quand la personne, lorsque vous l'appelez et que dans les 10 premières secondes, vous allez vous présenter avec le nom de votre société, plus le nom est familier et plus la capacité d'écoute sera élevée. Donc, voilà. Ouais, tout à fait. Et juste pour revenir sur tous ces enjeux marketing et ces actions marketing qui peuvent être faites en amont, finalement, de l'objectif qui reste de passer un appel et obtenir un rendez-vous. Tout de suite, dès qu'on part sur ces actions-là, on peut penser que, mis à part envoyer un email et LinkedIn, tout de suite, on rentre dans des budgets importants de publicité. En fait, il existe des moyens. Alors, ça demande un peu d'expertise, mais finalement assez simple de pas partir sur des budgets publicitaires ou en tout cas des très très minimes, tout en maximisant ses chances vraiment d'obtenir ces rendez-vous après un appel. Je prends juste un exemple parce que c'est quelque chose encore une fois qu'on travaille avec certains de nos clients, c'est tout ce qui est lié au retargeting, notamment sur LinkedIn, qui en fait consiste à plutôt que de diffuser en masse un contenu, une publicité où traditionnellement, je vais faire un ciblage. Moi, je cible les sociétés qui sont dans l'industrie et qui sont sur Paris et qui font plus de 2 millions d'euros.
où là, je vais toucher beaucoup de monde, mais des personnes que je vais pas forcément appeler tout de suite. Et on peut avec la notion de retargeting, faire le travail inverse, c'est-à-dire j'ai mon fichier des sociétés que je vais appeler. Je sais que je vais les appeler dans le mois qui vient, mais en fait, je vais créer une publicité qui va être poussée uniquement à ces personnes-là. Et donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que là, j'ai un ciblage vraiment très poussé sur des personnes qui, je sais en plus derrière, je vais contacter. Donc là, on est dans la notion de Dominique de dire, en fait, je vais les chauffer, je vais faire en sorte qu'au maximum, ils me connaissent avant l'appel. Et en plus, au niveau budget, en fait, je vais pas toucher potentiellement 2000, 3000 personnes, je vais toucher mon fichier de prospection uniquement. Donc, bien entendu, vu qu'on est sur des raisonnements, sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, à ce qu'on appelle le CPM, le coût par mille, c'est-à-dire qu'en fait, votre budget est lié au volume de diffusion et au volume de visibilité de votre publicité. Si vous êtes sur un fichier de 500 personnes, bien entendu, votre budget sera extrêmement faible. Donc, faut pas avoir peur de réfléchir à ces actions-là qui, comme ça, quand on les maîtrise pas, on a l'impression que tout de suite, on va aller sur des budgets importants, et alors qu'en fait, il existe des techniques, des méthodes pour vraiment réduire ces budgets au maximum et maximiser le ROI de tout ce travail de prospection. Alors, on va reprendre un peu ces sujets-là, et puis on avait d'autres questions qui avaient été également posées, donc on va aussi répondre aux questions qui ont été encore posées de Marine, Isabelle également. Ouais, si on remonte, Dominique, c'est comme ça, pour être sûr qu'on réponde bien à chacun. Donc voilà, Marine, effectivement, on a répondu sur la notion de tout le travail qui peut être fait avant les sessions de phoning. Concernant Virginie, pour le ciblage, existe-t-il d'autres outils pertinents à part LinkedIn? Alors oui, il en existe. C'est avec LinkedIn, c'est en termes de base de données professionnelle, c'est celle qui est quand même à jour, qui permet d'adresser à la fois du dirigeant, mais aussi tout type de poste, tout type de profil qui correspondent à vos personas. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des alternatives, comme par exemple des sociétés comme Compass, qui peuvent vous permettre de faire un comptage très fin sur une cible, savoir combien de personnes, combien de sociétés rentrent dans votre ciblage. Et ensuite, vous pouvez avoir finalement acheter de la donnée, tout simplement auprès de ce type de prestataire avec, il faut avoir les informations sur quel est le dirigeant, le chiffre d'affaires, voilà, plein de données, notamment économiques. Et vous avez d'autres outils comme des solutions comme Casper qui utilisent finalement le ciblage qui est fait sur LinkedIn pour récupérer de la donnée, notamment emailing, numéro de téléphone de ces personnes pour vos sessions, pour vos actions de prospection. Donc, il existe effectivement, alors c'est compliqué de donner tous les noms des solutions parce il s'en crée quasiment une toutes les semaines sur ce marché de petites solutions qui vont vous aider à récupérer de la donnée, faire votre ciblage. Donc, en tout cas, il en existe. C'est un marché assez compliqué parce qu'encore une fois, très concurrentiel, mais il y a des alternatives à LinkedIn, même si effectivement LinkedIn est quand même une solution aujourd'hui en termes de taille de la base et de volume et de mise à jour quand même important parce que dès qu'une personne change de poste, évolue, change d'entreprise, ce qu'elle va faire dans les premières semaines, c'est mettre à jour son profil LinkedIn. Je rebondis rapidement sur une question d'Isabelle qui expliquait qu'elle a fait des webinaires techniques sur des clients et prospects, mais difficulté à rassembler beaucoup de monde avec moins 50% de présence. Alors là-dessus, juste le conseil que je peux donner, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est les alertes, les relances avant le webinar qui vont faire que la personne, ça maximise les chances qu'effectivement elle s'en rappelle et elle vienne au rendez-vous. Et aussi, quelque chose que nous on fait, donc vous avez dû le voir, c'est en fait on vous invite directement sur votre agenda quand vous participez à notre webinaire. Alors c'est en toute transparence, c'est pas automatique, hein, c'est du manuel, c'est-à-dire qu'on prend chaque jour les personnes qui sont inscrites et on les invite. Mais on a constaté que ça augmente assez considérablement le ratio entre invités et participants, tout simplement parce que ça permet de bloquer l'agenda. Donc, vous avez dû tous le vivre aujourd'hui. Vous avez eu, si vous avez un agenda Gmail ou Outlook, vous avez eu votre notification 10 minutes avant notre webinar, comme quoi ça allait démarrer. Vous aviez le lien dans votre agenda directement.
Bref, tous ces petites actions qui permettent de simplifier la vie du participant contribuent à augmenter les ratios. Et puis, dernière approche, vous dites que vous avez fait des webinars clients et prospects. C'est peut-être se poser la question, et là, ça revient sur ce que disait Dominique, c'est est-ce que le thème que vous abordiez répond à la fois aux clients ou aux prospects? Est-ce qu'il faut plutôt un webinar spécifiquement prospect, un webinar spécifiquement client? Bref, ça dépend bien entendu de vos produits et de votre marché, mais c'est des questions aussi à se poser sur, toujours une fois, le bon contenu pour la bonne personne. Voilà sur les questions que j'avais. Boutena qui nous pose une question, mais si on n'a pas forcément de budget, y a-t-il un autre moyen à part de la diffusion de contenu qualitatif pour attirer les prospects? En tout cas, là-dessus, ce qui est intéressant, qu'on a, en tout cas, pas forcément beaucoup de moyens, ou ensuite des premiers niveaux d'expertise. C'est certain que la prospection téléphonique, alors à nouveau, la prospection téléphonique, on se rend compte en 2021 que c'est plus la prospection téléphonique telle que beaucoup peuvent l'entendre, des pages jaunes, un fichier que le commercial sort tout seul, ou une liste de contacts sur LinkedIn, et puis on essaye d'appeler à l'accueil. C'est-à-dire que c'est plus un nom, un prénom, une entreprise, et puis on se débrouille pour trouver la donnée. Ça peut déjà être ça. Si on n'a rien d'autre, ça peut déjà être ça. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut à minimum se faire un fichier ciblé sur sa cible idéale qu'on aura construite avant, en segmentant nom, prénom, fonction, email, téléphone fixe, téléphone portable. Et ensuite, une fois qu'on a construit son fichier, en amont de sa séance de prospection, c'est effectivement ensuite une séance de prospection dans laquelle on va vraiment se concentrer pendant 2 heures sur de l'appel sortant, ce qu'on appelle donc le call calling, avec évidemment un pitch bien ciselé pour vendre l'idée du rendez-vous qui interviendra, lui, évidemment, plus tard. Donc, si on a peu de moyens, la prospection téléphonique reste toujours un outil efficace qui permet de remplir l'agenda. Après, ça dépend à nouveau des volumes. Si vous devez en avoir 10 par mois, 10 par semaine, évidemment, ça va demander plus ou moins d'intensité. Mais ça reste un moyen qui permet à un moment de remplir concrètement l'agenda avec des conversations auprès de prospects. Ouais, et puis sur les canaux plus marketing, on va dire, une mise en relation, une prise de contact sur LinkedIn, ça coûte rien. C'est mis à part du temps, même si un email, c'est pareil en termes de coût, c'est quasiment rien. Il y a des leviers qui peuvent malgré tout être utilisés au-delà pour encore une fois augmenter les chances de succès de l'appel téléphonique. Et toute l'idée, c'est encore une fois, je pense, c'est vraiment d'être dans une approche sur ces canaux-là sur lesquels on sait qu'on est tous très sollicités, une approche vraiment intéressante où le lead, le prospect va sentir que vous avez pris un minimum de temps pour vous intéresser à lui, avec juste l'envoi, par exemple, d'un contenu, d'un site, enfin un article qui vraiment référent par rapport à son secteur d'activité, qui peut l'intéresser. Donc, je dirais, si vous n'avez pas de moyens, il va falloir trouver des leviers comme ça, très quali, qui prennent du temps. C'est l'inconvénient, parce que finalement, le budget, ça permet d'automatiser, de faire du volume. Vous pouvez quasiment répliquer les actions qu'on va faire en automatisé et avec un certain budget de façon manuelle, mais bien entendu, c'est du temps, donc plutôt se restreindre sur vos cibles prioritaires pour faire ça, pour essayer d'avoir des retours sur vos phases de prospection. Alors, on peut prendre quelques questions qui nous sont venues en amont du webinar. Il y avait une question qui était autour du pipeline. Est-ce qu'effectivement, il faut plutôt avoir un pipeline avec des tableaux de bord et des rapports qui soient
par commercial ou plutôt un pipe général qui fonctionne avec des filtres et qui permettent ensuite au sein d'une équipe commerciale de pouvoir filtrer sur chacun des commerciaux. En fait, l'idée là-dessus, c'est plutôt d'avoir un pipeline général dans lequel on va pouvoir ensuite filtrer commercial par commercial. Ce qui est intéressant dans la vue générale d'un pipeline sur une équipe commerciale, c'est qu'on va pouvoir aussi, d'une part, avoir une approche un peu hélicoptère, un peu macro, de la tendance générale, et déjà de regarder les principaux enseignements qu'on peut faire, qui peut permettre d'avoir déjà des informations sur la taille moyenne des deals, le mix produit, est-ce que c'est plutôt des sources de leads, par exemple online ou plutôt prospection, est-ce que on va être sur telle échéance de vente, tel volume de vente. Donc on peut déjà avoir une vision un peu macro de la tendance générale de l'organisation sur, par exemple, sa prospection ou ensuite sur son cross-selling si on est au sein du portefeuille actif. Et puis après, une fois qu'on a regardé les enseignements généraux qui peuvent être multiples, hein, comment est-ce qu'on va descendre dans la contribution individuelle pour chaque commercial et là qu'on va pouvoir recroiser sur les phases du pipeline entre le nombre de rendez-vous obtenus en prospection, puis le nombre de leads qualifiés, puis le nombre de propositions, puis le nombre d'attentes de contrats, de projections de signatures, puis le nombre de signatures de commandes fermes. Et là, à nouveau, on peut le faire en macro. Quels sont les grands volumes en valeur et en nombre d'opportunités. Et puis ensuite, commencer à descendre au niveau de chaque commercial, de pouvoir benchmarker les niveaux de performance de chacun des commerciaux et aussi de pouvoir plus finement analyser là où vous pouvez aider vos commerciaux à mieux transformer. Est-ce que c'est plutôt la capacité à alimenter le pipeline? Est-ce que c'est plutôt la capacité à qualifier des besoins sur des rendez-vous de découverte? Est-ce que c'est au contraire des difficultés à emmener un client vers une proposition? Ou est-ce que c'est la difficulté ou le besoin d'être accompagné pour emmener le client de la proposition à la signature? Et donc, en ayant cette vision et macro et micro, ça permet d'avoir d'une part une tendance de prévision des ventes à 2-3 mois, qui est toujours évidemment utile pour savoir où mettre l'effort. Est-ce qu'on on a plutôt bien les volumes et on est plutôt dans une phase de conversion, ou est-ce qu'au contraire, on a des sujets d'avoir peu de volume et dans ce cas-là, il faut davantage alimenter le pipeline. Et comme on sait que, bien sûr, il y a un temps associé au cycle de vente, plus on tarde à alimenter, plus on va tarder à voir les résultats. Donc, si l'alimentation, c'est sur un cycle de vente de 3-4 semaines, on peut assez rapidement faire bouger les indicateurs. Si par contre, on est sur des cycles de vente de plusieurs mois, évidemment, plus on va tarder à alimenter, plus on va évidemment reculer le résultat visible en termes de signature. Puis après, il y a le sujet plus finement d'avoir une capacité à aider chacun des commerciaux en fonction des difficultés ou des besoins de support qu'il peut avoir et donc d'affiner en fonction on va dire du pipeline et des phases on va dire de vente entre la découverte jusqu'à la signature du deal. Il y avait une deuxième question du coup, que je vais prendre sur les leads marketing. En fait, il y avait deux questions dans une. Comment suivre les leads fournis par le marketing jusqu'à la finalisation du traitement de la commande et comment donner de la valeur au marketing et ses leads? Alors, sur la première question, comment suivre les leads? Bon, là, c'est souvent un sujet plus finalement technique qu'autre chose, c'est-à-dire comment, notamment si vous avez un CRM ou même un fichier Excel, c'est comment j'arrive à bien suivre que le contact que j'ai eu à un moment donné, il vient du marketing, il vient d'un email, il vient de LinkedIn, il vient du site internet, et comment j'arrive à suivre la vie de ce contact jusqu'au moment où finalement je signe le contrat, et donc je suis capable à la fin de dire ce contrat de temps, il vient finalement du marketing. Donc là, c'est plus un enjeu process, suivi, outil, et bien entendu, c'est beaucoup plus simple avec un outil CRM de pouvoir traquer ça. Mais à la main, ça peut se faire très bien. C'est j'ai un contact,
je l'appelle, derrière, j'ai un appel, deux appels, j'ai une opportunité qui se crée avec ce contact, bah, je fais en sorte de bien noter que c'est, à un moment donné, c'est une opportunité marketing qui provient du marketing. Et comme ça, lorsque elle évolue tout au long du pipeline et qu'elle arrive à la contractualisation, vous gagnez cette opportunité. Bah, vous êtes capable d'avoir une vision de sur les 10 opportunités du mois que j'ai gagnées, il y en a X% qui viennent du marketing, X% qui viennent du cold call, X% qui viennent du réseau, par exemple. Bref, vous avez une vision de quels sont finalement les canaux d'acquisition qui sont les plus importants pour vous. Donc ça, c'est la première réponse qu'on peut faire, qui est vraiment plus un enjeu d'outils, de process sur le suivi des leads. Comment donner de la valeur au marketing et à ces leads? Alors, c'est lié, et en même temps, ça demande, à la différence du cold calling, quelqu'un qui va venir du marketing, c'est forcément qu'il est arrivé par une porte d'entrée un peu spécifique, que ce soit un email où il a cliqué sur pour télécharger un témoignage, un livre blanc, un use case, sur LinkedIn parce que vous lui avez envoyé un article et ensuite vous avez continué la conversation. Bref, il rentre généralement par un besoin, par un sujet spécifique selon la campagne que vous avez créée, si c'est campagne LinkedIn, emailing, peu importe le canal finalement. Donc, pour vraiment optimiser les taux de conversion sur ces leads marketing, l'important, ça va être de bien suivre et d'être capable de savoir d'où il vient et quel a été son intérêt, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a téléchargé quelque chose sur mon site, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a demandé à être contacté, il a participé à mon webinaire, il a souhaité être contacté derrière, bah, mon webinaire c'était sur quel sujet, et je vais recréer finalement du lien en rebondissant sur ce qu'il a fait, c'est-à-dire s'il a participé sur un webinaire sur tel produit, j'ai fait un webinaire technique sur tel produit, bah, forcément, je vais orienter la conversation sur ce sujet-là. Et ça, Dominique pourra beaucoup plus en parler que moi, mais en tout cas, ne pas le traiter comme il faut vraiment différencier le traitement de celui d'un cold call qui finalement, s'il prend le rendez-vous avec vous, c'est juste parce que votre pitch a été bon, les 30 secondes d'échange sur le premier appel ont été bons. Là, il a déjà un peu de connaissance de vous sur un sujet spécifique. Donc, c'est important de faire en sorte de garder le lien avec ce qui lui est arrivé avant, via emailing, via un webinar, peu importe encore une fois le canal, mais de garder le lien lorsque vous allez engager la conversation avec lui, parce que ça, bien entendu, augmente les chances de convertir. S'il il s'est intéressé à votre produit A et que lors de la conversation, vous lui parlez de votre produit B ou C, bah, il va y avoir un décalage et ça va être compliqué finalement d'aller jusqu'au bout avec ce lead-là. Donc vraiment et ça rejoint finalement le sujet du suivi de l'information. Plus généralement, c'est je sais par où il est arrivé, je sais sur quel sujet, et je vais faire en sorte de garder ça tout au long de la conversation avec lui. Alors, on a une question on a Natacha, et c'était effectivement une question qu'on avait eue également en amont. Comment faire pour retrouver le contact avec un prospect qui a reçu une proposition commerciale et qui ne répond plus ni par mail ni par téléphone? Alors là-dessus, c'est pas un sujet simple. J'ai donné quelques pistes et il faut évidemment les adapter à son secteur d'activité, au nombre d'interlocuteurs, au niveau de complexité de l'offre que vous remettez, à son montant unitaire. Est-ce qu'on est sur quelque chose de plutôt transactionnel? D'ailleurs, si Natacha, vous pouvez nous partager le montant moyen de la proposition auquel vous pensez. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se poser plusieurs questions. Déjà, quel est l'intérêt pour un client de recevoir une offre? Et quel est l'intérêt en face pour un commercial d'envoyer une offre? Alors, on va tout de suite régler le sujet de la raison pour le commercial d'envoyer une offre. La raison pour laquelle un commercial envoie une proposition, c'est qu'il a identifié un besoin, qu'il pense avoir la solution, et donc il veut au final contractualiser avec son client. Donc, OK, 3 000 euros. Donc, l'intérêt du commercial, il est très clair, c'est de pouvoir matérialiser sa réponse par rapport à un besoin et pouvoir espérer finaliser sa vente. Si on se met du côté du client, il peut y avoir plein de raisons.
c'est faire de la veille, c'est pouvoir comparer et benchmarker avec des offres concurrentes, c'est pouvoir simplement évaluer le coût de tel ou tel projet et d'avoir un petit peu plus d'informations, c'est de prendre des bonnes idées, c'est parfois, et ça arrive, c'est simplement s'occuper parce que voilà, on se dit tiens, finalement, ce serait intéressant d'avoir telle ou telle information. Je vais poser la question aux différents acteurs du marché, puis on verra bien ce qui se passe. Et puis voilà, ça me permettra moi d'étayer un dossier interne sur tel ou tel sujet. Donc on voit bien que du côté du client, les raisons pour lesquelles on reçoit une offre commerciale sont évidemment extrêmement variées et en tout cas bien plus nombreuses que pour le commercial. Et deuxièmement, il y a un point qui n'est pas neutre, c'est qu'il y a une asymétrie d'efforts entre le client et le commercial. D'un côté, le client, ça lui ne lui demande quasiment aucun effort. Il exprime une demande et ensuite il attend. Le commercial, alors ça peut dépendre du niveau de formalisation de l'offre, du niveau de complexité de l'offre, du niveau de singularité de l'offre, mais en tout cas, ça demande souvent plus de travail au commercial de réaliser une offre. Et donc, le sujet qu'on peut en conclure, c'est de se dire que, idéalement, une proposition devrait être le moins possible envoyée par un canal qui n'est pas synchrone. L'email, c'est un canal asynchrone. Vous envoyez votre document et ensuite, vous n'êtes pas en capacité de savoir à quel moment la personne va le lire, ce qu'elle va en penser, à qui elle va le faire suivre en interne et quelles questions elle va se poser. Et généralement, regardez, faites l'expérience vous-même quand vous recevez des offres de fournisseurs en fonction des métiers que vous avez. Si vous recevez l'offre d'un fournisseur, très généralement, vous allez vouloir regarder très rapidement combien ça coûte. Et puis ensuite, plus en détail, la qualité de la recommandation et de l'offre proposée. Donc, pour éviter le syndrome du pas de son, pas d'image, une première recommandation très pragmatique, c'est de toujours faire en sorte que la remise de la proposition soit faite de manière synchrone, soit à travers une visio, en n'ayant pas envoyé le document au préalable, ou alors en fonction du montant et de l'intérêt, en physique. Tant que vous n'avez pas envoyé la proposition, le client potentiellement a toujours besoin de vous parler, puisqu'il veut accéder à la proposition. Donc, vous gardez un levier quelque part pour pouvoir faire valoir l'intérêt de vous parler. Alors, il peut vous dire, oui, mais moi, j'ai juste besoin que vous me l'envoyiez. Après, vous me parlerez, mais pour le moment, j'ai juste besoin que vous me l'envoyiez. Oublions pas que si vous avez fait le travail de construire une proposition, c'est que dans votre entonnoir de vente, probablement, c'est quelqu'un qui a des besoins, qui a un budget, qui a un timing, et que vous avez la réponse qui correspond. Donc, comme on est dans les ventes rémunérées à partir du moment où le client a été facturé et qu'on a encaissé la facture, la réalité, c'est qu'on n'est pas rémunéré au moment où on fait la proposition. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que votre temps n'est pas gratuit et que vous avez le droit, avec toute l'élégance évidemment associée, de pouvoir dire, écoutez, dans nos pratiques commerciales au sein de notre entreprise, on a besoin de pouvoir vous présenter notre proposition de vive voix. Ce que je vous propose, c'est qu'on trouve un temps d'échange dans les prochains jours pour qu'on prenne 20 minutes pour que je puisse vous la présenter. Si c'est une offre plus simple, ça peut être 15-20 minutes. Si c'est une offre plus complexe, ça peut être 3/4 d'heure, 1 heure. À nouveau, évidemment, il faut trouver le bon curseur. Mais l'idée, et on le voit souvent avec nos clients, hein, c'est que dès qu'on arrête la remise par email des propositions, alors qu'on n'a jamais été aussi proche probablement de la signature, en tout cas on est plus proche de la signature qu'en haut d'entonnoir où il y a encore peu de projets identifiés, ben c'est vrai qu'on a la capacité commercialement de dire ben je peux aussi fixer mon cadre et si j'ai travaillé à faire une recommandation, ben c'est encore mieux de pouvoir être en capacité de la présenter. Et donc là, pour une formation de 3 000 euros, on peut, j'imagine, alors si vous en vendez 10 par mois, évidemment, vous ne pourrez pas y passer à chaque fois 1 heure ou 2. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Est-ce que derrière, vous allez en vendre 10? Est-ce que vous en vendez 10, 20 ou 30 par mois à des comptes qui ne vont pas recommander
Et donc, du coup, on est plutôt sur des achats transactionnels. Donc là, ça peut être éventuellement un échange de 15-20 minutes par téléphone dans lequel vous envoyez, et puis vous pouvez le faire en visio, vous envoyez la proposition et vous la commentez, pour au moins vous assurer que vous n'êtes pas juste dans une situation de produire des devis, de produire des propositions, de les envoyer, et ensuite, advienne que pourra. Si vous êtes dans un format de prise de commande, donc dans des métiers, dans des industries très, très transactionnelles, dans ce cas-là, vous pouvez les envoyer et vous privilégiez des logiques de relance automatique par email. Et dans ce cas-là, par contre, vous compensez le fait d'avoir peu d'interactions par beaucoup de volume. Et à nouveau, on retrouve un continuum quantité-qualité qu'il faut que vous arriviez à gérer. Si vous voulez absolument interagir, donc être sur plus de qualité, ça prend plus de temps. Donc, il faut faire attention au volume parce que vous ne pouvez évidemment pas agrandir les journées. Et à contrario, si vous êtes sur des marchés plutôt de masse, qui sont dans des logiques de quantité, ben dans ce cas-là, il faut que vous puissiez réduire les temps d'interaction ou alors, ça peut être une piste aussi de réflexion, scorer le niveau de probabilité du client de signer en fonction des éléments que vous aurez captés lors des rendez-vous de découverte, de vos premiers échanges. Vous pouvez scorer la qualité du prospect pour pouvoir vous dire, bah là, je vais investir plus de temps parce que je pense qu'il a une vraie capacité à finalement acheter. Donc, voilà, réponse un peu avec plusieurs facettes. À minimum, ce qui est certain, et on le voit chez nous, tous les commerciaux qu'on accompagne, ce qui est quasiment vraiment universel, c'est quand on envoie la proposition, on crée les conditions du pas de son, pas d'image. Donc, on a tendance, nous, à recommander de trouver des scénarios dans lesquels, à minimum, on peut avoir une interaction live avec son prospect pour échanger autour de la proposition. Ouais, juste pour ajouter sur ce que tu disais, Dominique, qui est important et je pense qu'il est en plus assez simple à mettre en place en se posant les bonnes questions. C'est vrai qu'on est dans un CRM, on est dans une app, notamment dans un CRM, quand on parle de pipeline, on est dans une approche finalement avec un seul axe d'analyse qui est juste où j'en suis où dans mes étapes de pipeline. Est-ce que je suis au premier rendez-vous, je suis à la proposition, etc. Et c'est effectivement intéressant de rajouter un autre axe d'analyse via le scoring, qui peut être un scoring déjà sur finalement la personne avec qui je parle, est-ce qu'elle correspond à 100% à mon à mon client, à 80%, à 50%. Et je sais que plus elle est éloignée de mon client idéal, plus je sais qu'il y a des risques qu'elle j'aille pas jusqu'au bout. Et également d'autres éléments de scoring que vous aurez pu obtenir lors des discussions, lors des échanges que vous avez pu avoir. Et tout ça doit vous permettre effectivement, quand on est dans un enjeu d'optimisation de vos efforts, et comme le dit Dominique, où vous n'allez pas pouvoir finalement gérer avec la même personnalisation, le même temps, tous vos prospects, de se dire, voilà, là j'en ai 10, il y en a 4, ils correspondent en termes de score, ils sont très hauts parce qu'ils correspondent vraiment à mon client idéal. Si je dois mettre un effort à un moment donné, si je dois faire un choix, je vais plutôt faire l'effort sur eux parce que je sais que les taux de conversion seront meilleurs. Voilà, juste le petit complément que je voulais apporter à ce que disait Dominique. Je regarde juste en même temps parce qu'il nous reste que 10 minutes. Si on a répondu aux questions qui avaient été posées déjà en amont, mais il y a une question sur la proposition commerciale, donc effectivement ça a été fait. Il y avait une question, comment exploiter une segmentation client de façon efficace au quotidien. Alors je vais répondre très rapidement dessus. Pour moi, c'est qu'elle soit simple. S'il y a un conseil à vous donner, partez pas sur plein de critères différents où vous vous retrouvez avec plein de petites segmentations. Il faut que ce soit simple. 1, 2, 3 critères. Vaut mieux faire simple et efficace plutôt que d'être sur des choses très, très complexes qui au quotidien vous avez du mal à utiliser finalement. Et après, c'est peut-être un mapping à faire entre votre segment, quelle est l'offre dans votre portefeuille de produits, d'offres, quelle est l'offre idéale qui répond aux besoins de ce segment-là. Et du coup, tout au long du process, que ce soit sur la partie marketing, dans les campagnes que je vais mettre en place ou dans les conversations commerciales,
bah, je vais faire en sorte de toujours avoir en tête c'est telle cible, c'est tel segment, donc c'est plutôt tel produit, tel besoin, et en tout cas telle attente. Et en ayant ces éléments-là, déjà, ça vous permet d'optimiser tout le process que vous allez mettre en place. C'est bien entendu parler du bon produit, de la bonne problématique sur les emails, pareil dans les conversations, et ajuster, personnaliser au mieux le contenu de votre conversation ou quel que soit finalement le canal que vous allez utiliser. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Quel est le délai idéal entre les prises de contact? Ah oui, les clients sont des filous, tout à fait. C'est la vraie vie, tout à fait. Après, ça pose des vraies réflexions très intéressantes. À nouveau, on recroise avec l'analyse des chiffres. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder vos taux de transformation entre votre haut pipeline et votre bas pipeline, de voir à quel endroit du tuyau ça peut éventuellement ou bloquer ou fuir beaucoup, c'est-à-dire à quel moment j'ai beaucoup de pertes. Et donc, de vous dire que c'est un principe, souvent, c'est qu'on ne traite jamais le problème à l'endroit où il se produit. On le traite souvent un cran en amont. Par exemple, je vais prendre un exemple concret parce qu'on est beaucoup challengé et beaucoup sollicité sur ce sujet-là. C'est le sujet du closing. J'ai pas des bons taux de closing. Mes commerciaux ont un taux de transformation sur les propositions qui n'est pas suffisant, qui est relativement, qui est pas l'objectif de ce qu'on attendrait. Le closing se traite pas au closing. Le closing, il se traite à la découverte. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que plus on va forcer sur le closing, il peut y avoir éventuellement quelques réglages, mais ce qu'on observe, nous, sur des centaines de commerciaux accompagnés, c'est que généralement, le sujet du closing va plutôt se traiter au moment de la découverte, de l'investigation, de l'émergence des besoins avec votre client. Donc le sujet, c'est qu'on va souvent plutôt voir le symptôme qui est de se dire j'ai un sujet de closing, mais là où on va vouloir agir, c'est plutôt un peu plus en amont. Et donc sur le sujet des prises de contact, alors bon là en l'occurrence, on a un signal majeur, c'est que de toute façon quand vous appelez, il faut se dire les choses de manière très simple, hein, que ce soit par mail ou par téléphone, ils voient vos messages. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est pas d'un coup, il voit pas mes messages. Il y a plusieurs situations possibles. D'une part, ils voient vos messages. Soit ils ont vraiment pas le temps parce qu'il y a un paramètre dans l'actualité de l'entreprise qui fait qu'ils n'ont plus le temps. Et il y a une temporalité entre l'acheteur et le vendeur qui évidemment n'est pas la même. Pour vous, c'est un deal important et vous avez envie de le closer. Pour eux, c'est peut-être un dossier parmi tant d'autres et ils ont à un instant donné plus la disponibilité. Donc, ça peut être une réponse extrêmement objective, factuelle. Deuxième élément, ils n'étaient pas dans une situation claire d'achat. Et donc, dans ce cas-là, ce n'est pas un sujet d'offre, ce n'est pas un sujet de relance, c'est que le projet sur lequel vous avez travaillé n'était pour eux qu'au stade de l'idée, qu'au stade éventuellement de la réflexion ou du début du projet. Mais pour qu'un projet devienne un contrat, il faut qu'ils aient défini une échéance, déterminé une enveloppe financière et qu'ils l'aient allouée, qu'il soit clair sur le problème à résoudre et que les personnes en situation de prendre la décision soient tous d'accord pour la prendre. Donc, on a 4 prérequis majeurs. Et donc, certes, vous pouvez relancer. J'aurais tendance à dire qu'il faut espacer de plus en plus les relances. Peut-être au début une relance tous les 5-6 jours, puis ensuite une relance tous les 10 jours, puis ensuite une relance tous les 20 jours. C'est certain qu'il faut espacer pour pas non plus être en surprésence, ce qui serait peut-être un moment contre-productif. On peut être tenace, mais pas non plus dans une situation quasiment d'agression de son interlocuteur. Je trouve que c'est aussi intéressant de se dire en amont, est-ce que finalement ils étaient vraiment en situation où toutes les conditions étaient réunies pour qu'ils passent à l'achat. Voilà un élément de réponse intéressant je pense, pour Natacha et pour Marine. Tout à fait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on n'aurait pas eu, une ou deux questions qu'on n'aurait pas abordées pour terminer? Comment prospecter pendant l'été?
en fait, c'est sûrement à cette période-là qu'il faut le moins s'arrêter de prospecter. Parce qu'en fait, à nouveau, il faut d'abord semer avant de récolter. La fonction commerciale est un métier comme un autre. Il y a une pipeline, il y a des activités, puis des étapes, puis des tâches à réaliser dans l'ordre. Et il se trouve qu'il faut d'abord prospecter avant de pouvoir récolter des contrats. Donc, en fait, pendant l'été, si on veut amorcer rapidement la pompe début septembre, en fait, il faut encore sûrement compenser et intensifier la prospection, d'autant plus si les personnes ne sont pas disponibles. Si on veut maintenir le même niveau de rendez-vous, ça veut dire qu'il faut sûrement encore plus augmenter les temps de prospection. Donc, c'est pas une réponse, on va dire, extraordinaire, c'est une réponse vraiment très pragmatique. C'est que peut-être qu'on a des commerciaux qui vont lâcher plus rapidement en se disant bon, les gens sont pas disponibles, ça répond pas trop, donc bon, moi je vais attendre que ce soit plus favorable. Là, pour le coup, j'aurais une réponse qui serait de dire il faut sûrement redoubler d'efforts jusqu'à atteindre le nombre de rendez-vous nécessaires pour pouvoir vous assurer qu'avec vos taux de transformation moyens habituels, vous puissiez avoir les volumes suffisants pour atteindre vos objectifs de vente. Et évidemment, c'est jamais simple et c'est jamais facile, mais ça reste vraiment quelque chose qui, là, pour le coup, est une question de volume et de quantité. Est-ce qu'il reste d'autres questions? Je ne crois pas. Non, je pense qu'on a répondu en tout cas à toutes celles qui avaient pu être posées, que ce soit avant le webinaire ou dans le chat. Et il va nous rester à vous souhaiter à tous un très bel été avec des moments sympathiques avec vos proches, des moments de repos aussi parfois pour prendre du recul. Merci beaucoup pour votre présence dans ce webinaire et puis on vous souhaite un bel été, des beaux moments et puis une bonne préparation de votre rentrée. À très bientôt. Merci à tous. Au revoir. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.